Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième et dernière webconférence du salon Acheter, Louer, Rénover organisé par le Crédit Agricole Toulouse 31. Aujourd'hui, nous accueillons Elodie Caudal. Elodie, bonjour. Bonjour. Et Cédric Alésina. Bonjour Cédric. Bonjour. Donc Elodie, vous êtes téléchargée assurance pour le Crédit Agricole Toulouse 31 pour les particuliers. Oui. Et vous Cédric, vous êtes délégué au développement commercial pour Nexecure. Donc Nexecure qui est une société de télésurveillance. Exactement. Donc on vous a réunis aujourd'hui pour aborder la question de la protection dans le cadre d'un projet immobilier sous cette grande thématique, protéger son bien, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que l'on s'y prend pour protéger son logement. Donc lorsqu'on parle d'immobilier, la première chose qui va venir à l'esprit, c'est protéger le bien en lui-même et pour cela l'assurance habitation est obligatoire. Quel est son rôle à cette assurance ? L'assurance habitation intervient lors d'un sinistre tel que incendie, dégâts des eaux, vol. Elle prend en charge tout ce qui est reconstruction à l'identique du bien avec le respect des matériaux d'origine, tout ce qui est rééquipement à neuf des meubles, vaisselle, vêtements, les jouets des enfants, que l'on soit aussi bien locataire, propriétaire ou propriétaire non occupant. Donc l'intérêt de cette assurance habitation, ça va être vraiment de protéger tout ce qui se trouve à l'intérieur. À l'intérieur et en tant que propriétaire, et les murs. Donc elle n'est pas obligatoire cette assurance, mais elle est très fortement conseillée. Tout à fait, comme ça permet de conserver son patrimoine et ne pas subir la dépréciation. Donc protéger son logement, protéger sa maison, c'est également adopter des bons réflexes, notamment en matière de cambriolage. Que peut-on faire si on se retrouve face à ce cas de figure ? Exactement. Donc en ce qui concerne donc, le cambriolage, donc déjà qu'est-ce que le cambriolage, quelle est sa définition? Un cambriolage est un vol qualifié consistant à dérober des biens meubles dans une habitation ou dans un local. Donc par rapport à mon expérience chez Nexecure Protection, groupe Crédit Agricole, je vais vous parler aujourd'hui du type de cambriolage et on va vous donner aussi quelques conseils. Les types de cambriolage, le plus ancien que l'on connaisse et qu'on connaît tous par le biais au niveau de nos parents peut-être à cette époque-là, c'est le cambriolage des ménagements. Un camion blanc qui vient se garer dans un lotissement en été et donc tout le monde pense que le voisin va déménager. Ben non, ce sont malheureusement des cambrioleurs qui ont repéré que les gens sont peut-être partis en vacances et que la maison est seule depuis quelque temps et qui vont passer à l'acte. Donc ça sert malheureusement à vider les maisons, mais bon, 4% des cambriolages de ce type, il y en a de moins en moins. Après, vous avez les cambriolages avec effraction, où c'est qu'aujourd'hui, on passe par la porte dans 80% des cas, mais on peut passer aussi par les baies vitrées, même par les tuiles du toit des tuiles. Cambriolage aussi sans effraction, quand on part rapidement chercher les enfants à l'école ou on doit aller à la poste chercher un colis avant que ça ferme, mais vite on va partir, on ne va pas forcément regarder. Une fenêtre ouverte, c'est une porte d'entrée pour le cambrioleur. Et pour terminer, quelque chose aujourd'hui qui prend beaucoup d'ampleur en termes de cambriolage, c'est le homejacking. C'est aujourd'hui un tiers des cambriolages, et là c'est vous allez vous faire cambrioler quand vous êtes à l'intérieur de la maison. Donc soit la nuit, parce que vous dormez à l'étage, ou même la journée, parce que vous avez laissé votre porte ouverte et quelqu'un va pouvoir entrer à l'intérieur. Alors pour vous donner des conseils, on va vous donner les 3 types de conseils, les conseils au quotidien. Alors déjà, comme on vient de le dire, fermez ses fenêtres, fermez ses portes. Même quand on part 5 minutes chercher les enfants à l'école, je vais au village rapidement chercher les enfants, j'étais en train de cuisiner, mais je ne vais pas fermer. Ben non, c'est fermez vos portes, fermez-les à clé, même les fenêtres oscillo-battantes. C'est vrai qu'on se dit, voilà, je faisais la cuisine, je vais laisser aérer et laisser ma fenêtre oscillo-battante ouverte. Mais malheureusement, il existe des techniques, alors personnellement pas moi, mais des techniques où c'est qu'on va pouvoir passer une corde en levant la poignée et passer à l'intérieur. Pas d'effraction, et donc derrière, l'assurance, ça sera pas, ça sera un peu plus compliqué pour faire jouer ses droits à l'assurance. Alors, il y a aussi la problématique de est-ce que je laisse mes volets ouverts quand je pars ou est-ce que je les ferme? Alors, nous allons plutôt vous conseiller de laisser les volets ouverts pour simuler une présence. Mais Elodie, en termes d'assurance, sur le niveau des volets, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? En fait, le principe de l'assurance, c'est d'avoir la maison fermée à clé, que ce soit les fenêtres, les portes, à partir du moment où la maison est fermée à clé. Volet ou pas volet. Après, ça dépend de l'absence, du temps d'absence. Ou plus de 48 heures, on va conseiller de fermer les volets. Mais bon, si vous partez pour la journée pour travailler, on va vous conseiller justement de simuler cette présence, puisque si on a deux maisons, une maison où les volets sont fermés et une maison où les volets sont ouverts, il y a plus de chances qu'il n'y ait personne dans la maison où les volets sont fermés et les cambrioleurs auront plus d'intention d'aller pénétrer dans celle-là. Éviter les habitudes de sortie, ça aussi c'est difficile, mais c'est vrai qu'on a le sport le mardi soir, on va faire les courses le lundi à 18 h, mais c'est vrai que ça aussi, ça peut, par du repérage en amont,
faciliter les cambrioleurs dans leur passage à l'acte. Après, en termes de présence, comme je vous l'ai dit, dans 33% des cambriolages, les personnes sont à l'intérieur. Donc déjà, avoir une sonnette qui fonctionne, ça peut paraître bête, mais dans 90% des cas, le cambrioleur, avant de passer à l'acte, va sonner pour voir s'il y a une présence ou pas. Dans ces cas-là, répondre. On se dit aussi, moi je ne vais pas répondre parce que c'est encore un démarcheur, c'est quelqu'un qui vient m'embêter. Non, passer la tête par la fenêtre juste pour dire que vous êtes présent, demandez pourquoi la personne vient sonner, et derrière, ça permettra de limiter la casse, comme on dit. Fermez les portes à clé quand vous êtes au fond du jardin ou que vous êtes à la piscine. Sur la partie avant de la maison, il n'y a personne, quelqu'un qui rentre, mais il ouvre la porte, madame laisse souvent son sac à main, malheureusement, Elodie, non. Donc voilà, le sac à main, il va le prendre, à l'intérieur on a les effets personnels, on a les cartes bleues, même si derrière, voilà, on est quand même bien assuré, mais pour éviter ce type d'embêtement, il vaut mieux l'éviter. Et puis après, aujourd'hui aussi, ces phénomènes où c'est qu'il y a des personnes qui vont passer, alors surtout sur les personnes, au niveau des personnes vulnérables, se présentant comme étant de l'EDF, du service des eaux, de la municipalité. Le but, c'est de pénétrer dans la maison à 2 voire 3 personnes pour occuper les habitants et puis leur dérober tout ce qui pourrait leur passer sous la main. Donc attention, quand vous avez des personnes qui viennent leur demander une carte justificative, ou sinon, il faut être logiquement prévenu en amont par un avis de passage. Lors de long départ aussi, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport au long départ? C'est qu'il existe aujourd'hui l'opération Tranquillité Vacances au niveau de la gendarmerie et de la police. Donc ne pas hésiter quand vous partez une semaine ou 15 jours à aller les solliciter. Vous avez un formulaire à remplir. Et puis après, chercher une personne de confiance dans votre entourage. Alors déjà pour arroser les plantes, parce que si vous laissez la maison fermée pendant une semaine, ça risque d'être difficile pour elle, surtout l'été. Mais aussi pour relever le courrier. C'est vrai que c'est aussi un signe d'absence, et quand vous avez les cambrioleurs qui font le tour des lotissements, ils vont quand même soulever la boîte aux lettres pour voir s'il y a quelque chose. Dans tous les cas, soyez vigilants, ayez une vigilance, on va dire, de tous les instants, sans rentrer non plus dans la paranoïa, mais c'est vrai que le fait de mettre en pratique 2 ou 3 conseils permet d'éviter d'ailleurs d'avoir des surprises. Et puis par la suite, comment se prémunir de tout ça? Il existe plusieurs systèmes, que ce soit de l'alarme, de la vidéosurveillance, des systèmes de sécurité. Donc aujourd'hui, ne pas hésiter à se renseigner. Et pour terminer avec les chiffres de la Haute-Garonne, du département de la Haute-Garonne, si on prend l'année 2019, 2020 a été un peu tronqué, donc on va parler de 2019, c'est 25 cambriolages par jour, un peu plus de 9000 par an, donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors ça n'arrive pas qu'aux autres, mais justement pour rebondir sur ce point, ça n'arrive pas non plus que par l'extérieur. On a aussi un certain nombre de dangers à l'intérieur d'une maison. Donc ce qu'on comprend finalement de vos discours l'un comme l'autre, c'est que la prévention reste le meilleur moyen de se prémunir contre soit un cambriolage ou d'autres accidents domestiques. Quelles sont les obligations légales dans une habitation quand on habite chez soi? Quelles sont les obligations? La déclaration d'une piscine, même hors sol, est obligatoire. Et tous les éléments liés à la piscine, le ramonage des cheminées, c'est fortement conseillé chaque année parce que ça permet aussi le bon fonctionnement du conduit et bénéficier d'un certain confort aussi dans son logement. Et les détecteurs de fumée qui sont obligatoires depuis mars 2015. Mais Cédric, tu peux nous en dire plus? Avec plaisir. Donc, le détecteur de fumée, loi Morange, le 8 mars 2015, pour la mise en place. Cette loi a été mise en place donc, par 2 députés, Pierre Morange et Damien Meslot. Ils ont débuté donc, en 2010 à promulguer cette loi, suite à beaucoup d'incendies en France, et surtout lutter contre les personnes qui se retrouvaient prises au piège, comme ça peut arriver dans des appartements ou dans des maisons. C'est souvent quand on dort, la plupart du temps, donc cette loi a été mise en place. Donc quand on parle de détecteur de fumée, on parle plutôt de détecteur autonome avertisseur de fumée, DAAF, pour faire plus simple. Et donc le but, c'est de pouvoir réveiller une personne qui dort et de pouvoir l'avertir. Ces détecteurs de fumée doivent être certifiés d'une manière CE, communauté européenne, NF 14604 au niveau de la norme française, et aussi avoir un son assez puissant pour être perceptible par des personnes qui seraient malentendantes. Voilà ce qui concerne les détecteurs de fumée. Donc détecteurs de fumée qui sont obligatoires, pour le coup, dans une résidence. Donc là, on a beaucoup parlé de la résidence principale, mais quand on possède un bien en location, est-ce que les dispositifs s'appliquent de la même manière? Est-ce qu'on est obligé aussi de les assurer? Et pourquoi est-ce qu'on doit les assurer? Comment est-ce que ça fonctionne quand on est propriétaire d'un bien comme ça? Alors, quand
on est propriétaire d'un bien qui est mis à location, on vous conseille fortement de l'assurer, surtout les murs. Parce que c'est votre bien et pour conserver votre patrimoine et jouir de cette location, il faut bien assurer les murs. Après, le locataire doit fournir une attestation d'assurance qui stipule bien comme quoi il protège aussi ses biens personnels à l'intérieur. Donc là, c'est son assurance habitation à lui. Oui, tout à fait. Après, on peut étendre aussi ces garanties par rapport à tout ce qui est garantie locative. C'est-à-dire que ça intervient par rapport à la prise en charge de loyers impayés, de détérioration immobilière et surtout la protection juridique qui protège le propriétaire vis-à-vis du locataire. Donc l'objectif finalement qu'on soit propriétaire de sa maison et qu'on l'occupe ou qu'on en soit propriétaire pour un usage locatif, c'est toujours de se protéger soit en tant que propriétaire et en tant que protection de son bien, mais aussi protéger le locataire, que le locataire puisse assurer sa protection de ses biens et de lui en tant que personne. Donc là on est sur un schéma de résidence principale et de résidence en location. Si on est propriétaire d'une résidence secondaire dans laquelle on ne va que quelques mois par an, est-ce que les mêmes dispositifs s'appliquent? Oui, concernant les murs et ses biens personnels en tant que résidence secondaire. Si c'est toujours en cas de sinistre tel qu'incendie ou dégâts des eaux, c'est bien d'assurer, on vous conseille toujours fortement d'assurer votre bien, comme le protéger. Exactement. Là aussi, les résidences secondaires doivent être aussi également protégées. Alors on est sur des risques qui sont légèrement différents, puisque sur la résidence secondaire, ce qu'on voit de plus en plus arriver, et c'est passé voilà, pas mal dans les journaux ces derniers temps, c'est le squat. Hein. On a eu plusieurs cas dans notre département. Donc au niveau d'une personne âgée qui s'était fait squatter sa maison et qui ne pouvait plus vendre puisqu'il voulait se rapprocher de sa dame qui était dans l'EHPAD. On a trouvé ça dans la dépêche et puis c'est passé quand même aux informations. Un jeune homme aussi qui, lors de la période de confinement, s'est fait squatter son appartement. Il était parti donc se confiner chez ses parents à la campagne et quand il est revenu, mais malheureusement les occupants étaient là. Donc le fait d'avoir un système de sécurité aussi peut avertir et démontrer que des squatteurs ont pénétré dans le domicile. En ce qui concerne aussi la résidence secondaire, on va rebondir aussi sur le détecteur de fumée. Il existe aujourd'hui des détecteurs de fumée connectés qui peuvent aujourd'hui vous mettre à l'abri. Alors, on ne va pas arrêter le feu, mais au moins le client, le propriétaire sera averti. Il ne reviendra pas avec 15 jours, 3 semaines après, sa maison en cendres, où il sera appelé par son voisin. Donc là aussi, et pour terminer aussi sur les locataires et le détecteur de fumée doit être mis en place par le propriétaire. Donc là aussi, quand vous êtes locataire, c'est votre propriétaire qui doit mettre en place le détecteur de fumée. Et donc le changer, auquel cas, s'il ne fonctionnait plus. Donc on a compris effectivement qu'il y a deux prismes protection lorsqu'on parle d'un bien immobilier, donc protéger le bien en lui-même et se protéger en tant que personne, et notamment dans le cadre de la souscription d'un emprunt, d'un prêt immobilier, on va aussi avoir un dispositif qui va permettre de se protéger soi-même. C'est le dispositif de l'assurance emprunteur. Donc cette assurance-là, elle n'est pas très bien comprise. À quoi est-ce qu'elle sert, l'assurance emprunteur, et pourquoi est-ce qu'elle va protéger? Alors, quand vous souscrivez un crédit immobilier, vous vous engagez sur plusieurs années. L'assurance emprunteur va intervenir tout au long de la vie de ce contrat, de ce crédit, lors d'un accident, d'un décès, d'une maladie, d'une perte d'emploi, d'une perte d'autonomie. L'assurance emprunteur va prendre en charge en fait, les mensualités du crédit suite à un sinistre. C'est-à-dire que si on vous conseille toujours fortement de vous protéger à 100% quand vous empruntez à 2, parce que s'il y a un sinistre tel qu'un accident ou un décès, on va prendre en charge à 100% de la mensualité du crédit, la totalité. Si vous couvrez en fait à hauteur de 50%, on va prendre que la moitié de la mensualité. Mais les charges fixes restent les mêmes. Si on prend l'exemple d'une ampoule qui est allumée en fait dans la pièce, que l'on soit 1 ou 4 personnes, elle va consommer de la même manière. Donc cette assurance ADE, assurance emprunteur, elle est obligatoire, il faut le savoir, mais il ne faut pas s'informaliser dans le sens où elle a vraiment pour viser de protéger le patrimoine qui est constitué en permettant le remboursement finalement des mensualités, peu importe les accidents de vie qui peuvent
subvenir. C'est surtout mener à bien son projet immobilier tout en protégeant ses proches. Est-ce qu'il existe d'autres moyens de protection dans le cadre d'un projet immobilier, donc pour soi ou pour son bien? Est-ce qu'on a d'autres assurances auxquelles on peut penser? On a la possibilité d'étendre par rapport à une indemnité suite à un préjudice corporel, mais qui peut survenir dans la vie de tous les jours. Par exemple, on monte sur un escabeau, on taille la haie de la maison, et là vous avez une indemnité qui peut être versée par rapport à ce préjudice corporel. Et il y a aussi la possibilité de prise en charge des honoraires d'avocat suite à un litige quand vous avez fait des travaux, des petits travaux dans la maison. D'accord. Donc on l'a compris, effectivement, se protéger, c'est pas uniquement protéger les murs, c'est pas uniquement se protéger soi ou protéger les autres, c'est aussi rentrer dans un dispositif un peu macro et réfléchir à tout ce qui va pouvoir être soit un risque potentiel, soit un frein particulier. Voilà. Donc je vous remercie tous les deux de votre présence et d'être venus nous parler de protection. Je voudrais juste compléter cette intervention pour rappeler que vous pouvez retrouver toutes nos solutions assurance et protection sur le site du salon Acheter, Louer, Rénover. Et donc tout ça se trouve dans la rubrique Protéger son bien. Donc Élodie, Cédric, merci beaucoup pour votre présence et à très vite pour le salon Acheter, Louer, Rénover.